Félicitations pour le film. Je vais essayer de le faire en français. S'il faut, je vais faire en portugais après. Là, en tant que carioca qui n'habite plus à Rio depuis quelques années, je suis curieux de savoir quelle est votre impression. Parce que là, j'ai vu au tout départ, il y a le logo de Rio, de Porto Maravilha. Ah ouais. Donc, quelle est votre impression sur toutes ces transformations urbanistiques qui se passent à ce moment dans la région de Porto? Est-ce que ça va vraiment? Qu'est-ce que vous sentez en ce moment? Est-ce qu'il y a tout un travail historique qui est fait en ce moment? Je pense que votre film est compris là-dedans. Quel est votre sentiment? Est-ce qu'on n'a pas tort d'attendre des choses bonnes pour cette région de Rio? Est-ce que ça reste trop optimiste ou... Enfin, je laisse donner votre sentiment. Bon, l'endroit que sur le film presque tout le temps, c'est le quai du Valongo, que c'est le plus grand port d'arrivée d'esclaves, de Noirs africains esclaves, pardon, de Noirs africains à Rio, et peut-être au Brésil. Ils se disputent entre Rio et Bahia pour ça, malheureusement. Mais c'est bien sûr qu'à ce moment-là, la région est en train d'une grande transformation, qu'on ne sait pas si ça va arriver à tout ce qu'on veut, ça arrive. Mais je crois que oui, au moins, ça sert à faire connaître mieux l'histoire de la ville et l'histoire de ce qu'on construit Rio. Parce qu'on ne connaît presque rien de l'histoire de Noirs à Rio. On connaît plutôt l'histoire du Portugais qui sont arrivés avec les rois et tout ça, mais on ne connaît presque rien de l'histoire noire, de l'histoire africaine. Pardon en français, hein, mais je parle pas très bien. Et donc, si ça sert seulement ça, pour moi, c'est super. En fait, j'aimerais bien te remercier aussi, Claudia, parce que ton film est merveilleux. Mais c'est une grande affaire de mémoire, je pense. Et mémoire, elle est faite des souvenirs et d'oubli aussi. Pour compléter un peu ce que tu viens de dire, justement, je pense que, contrairement justement à ce que tu viens de dire, on connaît assez. Parce que tu as eu là comme matière des individus, mais aussi très lié à cette histoire de Noir de Rio, mais des historiens. Et là où j'ai beaucoup aimé, c'est parce que tu as brisé aussi la hiérarchie. Tout le monde est en qui leur prénom. Donc on doit attendre jusqu'à la fin du film pour savoir qui est l'historien, même le réalisateur. Donc ça c'est déjà merveilleux pour moi, parce que ça met tout le monde sur le même plan. Après, il y a beaucoup d'histoires. Donc, dire qu'on connaît presque rien sur Rio, ou sur les Noirs à Rio, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'ailleurs, pour ce qui est de la dispute où sont arrivés plus de Noirs, c'est à Rio, à Salvador de Bahia, il suffit juste de penser que Rio était pendant longtemps la capitale du Brésil. Donc, c'était Rio qui a reçu plus de main-d'œuvre africaine que Salvador de Bahia, malgré le fait que Salvador, c'est là où les Portugais sont arrivés au premier moment. Donc, c'est des petites précisions comme ça que j'aimerais bien, à chaque fois, si tu me permets, de rajouter, parce qu'on travaille, ça fait longtemps, justement. Je pourrais même dire, depuis ces 35 années, pour valoriser plus cette histoire de Noirs afro-brésiliens, afro-descendants, sans vraiment choisir une partie, mais je pense qu'arriver aussi de ce gouvernement-là, malgré le fait que j'ai beaucoup de critiques, il a fait énormément pour ce qui est de l'histoire, vraiment, au point de voter une loi qui nous oblige à enseigner l'histoire des Africains et des Afro-Brésiliens, de la maternelle jusqu'à l'université. C'est la loi 10 639.
C'est la première loi signée par le gouvernement, le président Lula, par le gouvernement du PT. Force, certes, une pression du mouvement noir avec d'autres communautés, pardon. Évidemment, aujourd'hui, cette loi a été changée, donc on parle aussi d'histoire des indigènes brésiliens. Je suis allée faire un court séjour au Brésil de 3 mois l'année dernière. Et en passant de ville en ville, j'ai quand même remarqué quelque chose de très étrange. C'est qu'à Bahia, je n'ai pas vu beaucoup de blancs. Mais en revanche, à Porto Alegre, je n'ai pas vu beaucoup de noirs. Et même à Sao Paulo et même à Rio. Alors vous direz évidemment, les touristes étrangers ne vivent pas là où vivent les noirs, je veux bien. Mais à Bahia, par contre, alors là, j'ai pas de problème, il y a des noirs partout. Pourquoi ? Cette différence des populations au Brésil, mes collègues viennent de bien expliquer aussi. Salvador de Bahia, elle a gardé quand même au Brésil, à part le Nigeria, c'est le seul pays où il y a plus de noirs dans tout le reste du monde. C'est le Brésil. Donc même les États-Unis, c'est une minorité visible, qu'on peut dire, c'est 13% de la population nord-américaine. Mais dans le cas du Brésil, et surtout à Salvador de Bahia, où il n'y avait pas cette volonté vraiment de blanchir la société, comme dans la capitale, c'est-à-dire à la proximité, Rio et São Paulo, à partir déjà de la fin de l'abolition de l'esclavage 1888, le gouvernement brésilien a mis en place un programme bien en avance, je peux dire. Même la première loi, parce qu'on va revenir à ça peut-être tout à l'heure, pour faire une distribution des terres, c'est-à-dire propriétaires fonciers, c'était en 1850, lorsque le Brésil il a mis fin à la traite, il a aboli la traite, ils ont quand même promulgué, ils ont investi dans l'immigration européenne. Donc il y avait même des pourcentages. C'est là aussi les premières lois des quotas. C'est pas de maintenant. On faisait des quotas, par exemple, il fallait plus de noirs, donc on avait déjà assez. Pour vous donner juste une idée, les historiens, maintenant, on a un consensus, plus ou moins. On a eu en tout 12 millions de déportations d'Afrique vers les Amériques, avec un taux de mortalité entre 15 et 20%. Le Brésil a reçu 43%. La France, c'est-à-dire les Antilles, tout ça, entre 14 et 16%. Parce qu'on travaille encore là-dessus. Vous voyez, c'est normal qu'on trouve cette population quand même à Salvador de Bahia. Là où c'est pas normal, c'est de ne pas avoir de Noirs, où la famille Silva est installée. Parce qu'eux sont de Porto Alegre. Et pour autant, ils sont pas majoritaires là-bas. Parce qu'on a eu des vagues d'immigration allemande, italienne, vers le sud et sud-est. Sud-est après le sud. J'ai trouvé très intéressant le film et le documentaire, mais j'essaie de faire un peu le lien entre ce qu'on peut tirer de ces deux histoires-là différentes. C'est en fait l'actualité du noir au Brésil, dans la société brésilienne. Ma motivation pour faire ce film, c'était ce que Aline dit. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Elle dit qu'elle ne connaissait pas l'histoire du favela. Et après qu'elle l'a connue, elle a changé d'avis. Tout a changé chez elle. Et je crois que pour la majorité du noir brésilien, sa propre histoire est inconnue. Est encore inconnue. Et ces films-là, c'est une tentative. Du noir, mais du blanc aussi, qui ne connaît pas l'histoire du peuple noir qui fait partie. Ah oui, bien sûr. Non, bien sûr. Non, tout le monde. Tout le monde, les noirs, les blancs, les brésiliens en général. Même quand je dis ça, je veux dire que même les noirs ne connaissent pas sa propre histoire. Et connaître sa propre histoire, c'est le début du tout. C'est seulement qu'on connaît d'où on vient. On peut marcher avant, on peut avancer, on peut faire d'autres choses. Et ne pas connaître, c'est horrible. Aujourd'hui, on ne parle plus. Par exemple, le problème de noirs au Brésil. C'est le problème du Brésil. Je vais essayer de vous donner quelques éléments, par exemple. Toujours en faisant lien avec les deux films, ok?
on a une loi pour la réforme agraire, distribution des terres, donc une loi foncière, depuis la Constitution de 1988. Donc ça faisait 100 ans. Dans son article 68, quand même, on disait qu'on devait garantir la terre à des descendants d'esclaves. On attend jusqu'à présent, en tout, de 1995 à 2017, seulement 190, on va dire, communautés étaient reconnues en tant que quilomboles. Parmi, selon l'Institut de Palmares, 3000 demandes. Même là, par exemple, premier lien avec le film, les clans de la famille La Silva, ils ont, jusqu'à présent, là, dans le film, quand le film a été réalisé, ils n'étaient pas propriétaires de cette terre, parce qu'il y a 7 étapes à suivre, à dépasser, on va dire comme ça, pour que la terre revienne à eux. Là, on voyait justement la 4e, c'est quand le gouvernement, l'INCRE, Institut National de Colonisation et Réforme Agraire, vient de limiter le territoire. Après, il y aura aussi la expropriation de terres. Donc, eux, ils sont en train de fêter une étape importante. Mais il manque encore trois autres. Et c'est là un grand problème, parce que pour des quilombos, par exemple, comme on trouve dans une réserve qui est tenue par les forces armées comme à Rio, à Marambaya, c'est difficile quand même de... Comment faire? Combien d'avocats sont en ce moment en train de se battre contre la marine brésilienne pour avoir la reconnaissance de ce quilombo-là? Vous voyez, donc je reviens à l'actualité, je reviens aussi sur la place des Noirs au Brésil. Là, aujourd'hui, ce matin, je lisais un article dans un blog qu'une dame à Salvador de Bahia s'est récusée à acheter dans un magasin parce que le vendeur elle était noir. Vous voyez? Et là, pour moi, c'est un changement qu'on ne se rend pas compte. À 20 ans, ce noir, il n'était même pas là dans le magasin en train de vendre. Il n'était pas le vendeur. Déjà, dans la ville de Salvador, où la dame, elle vient de dire qu'elle a trouvé assez de noirs quand même. Plus qu'à Porto Alegre, en tout cas. Vous voyez la place de noirs au Brésil, elle est en train de changer. Et moi, je suis content de faire partie de ces changements. Parce que on a tous brigué quand même pour avoir la loi de 1639, pour avoir la loi des quotas, pour avoir plus de représentation, pour avoir 2 acteurs noirs qui ont extrait, vont faire l'avant-première à São Paulo d'une pièce qui s'appelle O Topo da Montanha, The Mountain Top. C'est une pièce d'une écrivaine américaine, afro-américaine. Donc actuellement, Thaís Araújo et Lázaro Ramos, les 2 acteurs très connus au Brésil, sont en train de vivre ce moment-là aussi, le Topo da Montanha. Mais il restera toujours des choses à faire. Je suis d'accord avec toi, excusez-moi, qu'il y a beaucoup de choses négatives toujours liées à l'Afrique. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui connaissent, qui veulent connaître son histoire. Dans le film, moi j'ai compris que vous disiez que la majorité des Noirs qui arrivaient à Bahia, à Rio, venaient de Bahia, étaient des gens libres qui venaient de Bahia, et pas des esclaves, pas des Africains arrivés d'Afrique. C'est après l'abolition que ça arrivait. Après l'abolition, beaucoup de Noirs qui habitaient à Bahia ont changé, ont allé à Rio, parce que Rio était la capitale. Et donc, il y avait plus d'opportunités de travail et tout ça. D'accord. Parce que c'est pourquoi qu'ils sont allés à Rio. D'accord, parce que sinon les Noirs de Rio, ils n'étaient pas majoritairement des libres venus de Bahia. C'était... Ça, c'était après. Ok. Et la deuxième chose, c'était que dans le port, j'ai compris aussi qu'on employait seulement des gens libres. Et depuis toujours, dans le port, il y a eu seulement des gens libres. Il n'y a pas eu de travail esclave dans le port. Non, il y en a eu beaucoup. Parce que à Rio, l'esclavage a une particularité que c'est
le esclave du gang. À Salvador aussi. Ouais. Et c'est mieux qu'il explique ça, parce que c'est une partie importante, je crois, d'expliquer comment ça marchait. En fait, ça faisait partie quand même de l'amélioration, on va dire comme ça, de la vie de ces esclaves. C'est-à-dire, à un moment donné, il y avait une bargain entre le propriétaire qui allait gagner, négociation, merci, qui allait gagner, on va t'utiliser aussi, Fabrice. Je pourrais même parler un peu en portugais, parce que Fabrice, il est là pour... Francis, pardon. On me traduit. Donc, qu'est-ce que j'allais dire par là? C'est que cette négociation, elle était faite de la manière suivante. C'est-à-dire, le propriétaire d'esclaves allait gagner beaucoup plus. Regardez ça. Au moins, écoutez. J'ai un seul esclave qui va me nourrir, parce qu'il est obligé de me faire à manger, acheter, me faire à manger, et après, je vais le louer pendant le reste de la journée. Et là, il va se mettre au port, au mur, où Claudia l'a dit tout à l'heure. Ça, on appelle cantos. Et on avait partout où il y avait des esclaves. Cantos. Et surtout dans des villes portuaires. Et il restait dans ces cantos, à côté du mur, très organisé. Presque syndicalisé aussi, j'allais dire. Et ça tournait comme ça, tour de rôle. C'est-à-dire d'abord toi, dès qu'arrivait un bateau, tu vas le décharger avec deux autres, et ça jusqu'à la fin de l'esclavage. Or, ils avaient vécu quand même une semi-liberté, à condition qu'ils devaient verser, soit journalier, soit par semaine, l'argent à son maître. Certains épargnaient un peu pour acheter sa propre liberté, parce que les gouvernements brésiliens faisaient des efforts là-dedans aussi. Ils disaient, si l'esclave a l'argent pour acheter son prix, le propriétaire n'a pas le droit de dire non. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de cas qui vont finir au tribunal parce que soit les propriétaires ont augmenté les prix, ce qui n'était pas juste, soit ils disaient, moi je ne te vends pas. Tu vas rester à côté de moi jusqu'à un mois.